Bon bah voilà, il est à l'établi, il n'y a plus qu'à maintenant. Bon, je pense que la première chose que je vais faire c'est de démonter les cylindres. Je pense qu'il doit y avoir du dégât parce que vu ce que j'ai entendu et ce que j'ai senti quand j'ai tourné le moteur après l'essai, il doit y avoir quelque chose de cassé et je pense que ça se situe à ce niveau-là. Donc je vais commencer par faire ça, dépouiller les cylindres. Je ne vous ai pas montré le démontage des différents périphériques du moteur, à commencer par la dynamo ici. Donc faut dévisser, bon c'est pas très accessible mais là il y a une vis à dévisser et après on retire l'axe. Et il faut avant desserrer cette vis ici pour détendre la courroie et pouvoir la sortir. Le démarreur pareil, hein, il y a deux vis à retirer ici, ça vient tout seul. L'allumeur, il suffit de retirer cette vis là et ensuite l'allumeur vient avec sa plaquette d'un seul tenant. Voilà, et ben là j'ai pas fait la pompe à essence encore, donc ça je vais le faire. Enfin moi je retire ces équipements là avant de sortir le moteur parce que c'est toujours du poids en moins à sortir parce que c'est bon là on était à 3 donc ça allait tout seul mais quand on n'est que 2 ça fait quand même pas mal de poids. Et 3 c'est l'idéal parce qu'il y en a deux qui portent par les cylindres. Et il y en a un troisième qui guide les deux autres pour, euh, pour que le moteur ne raccroche rien dans le compartiment. Donc là je vais commencer par les cylindres comme je vous ai dit. Là c'est beaucoup plus facile que sur les modèles d'après parce qu'il n'y a pas le rattrapage de jeu hydraulique. Enfin surtout pour le remontage. Bon, je vais retirer l'entretoise. Bon, elle n'est pas fixée, elle est juste mise en sandwich entre la boîte et le moteur. Voilà, donc ça spécifique au modèle Z1 qui n'ont pas la suspension par les échappements. Il y a ça aussi sur les juniors et sur les dernières X. Donc, démontage de la pompe à essence. Là il y a un joint, ok, il faudra changer. Et là il y a une entretoise en genre de bakélite. Ça c'est important parce que ça permet d'isoler thermiquement. Et donc ça c'est pour le Vaporlock. Alors là attention il y a un petit joint ici, petit joint torique ici. Donc vous voyez, il y a un sens hein, pour l'entretoise. Ça c'est fraisé ici, c'est pour monter le joint. Voilà. Et un deuxième joint derrière. Bon, je vais démonter le cylindre droit. Donc là je vais déjà commencer par retirer les arrivées d'huile ici. Donc, il y a un joint de chaque côté. Et là pareil, un joint de chaque côté. Donc maintenant il faut retirer les 4 écrous là. Un ici, un ici et la même chose de l'autre côté.
Voilà, même chose pour l'autre côté. Voilà. Donc là maintenant il faut dévisser complètement les écrous ici. Ils ne pourront pas sortir parce qu'ils vont taper sur les ailettes du cylindre là. Ils sortiront après, donc quand on aura reculé un petit peu le cylindre. Voilà. Ça, je récupère, ça c'est la patte de tendeur du dynamo. Je dévisse au maximum. Je vais faire pareil sur les deux derrière. Ok, bon maintenant il faut décoller le cylindre du bloc moteur. Pour ça je vais prendre un tournevis et je vais exercer un levier au niveau des goujons ici. C'est bien important de le faire au niveau des goujons pour pas péter les ailettes, hein. Sinon si on le fait ici ça risque de péter les ailettes. Voilà, je vois qu'il a bougé. Voilà, c'est bon. Là c'est décollé. Voilà, j'ai mis le moteur au point mort pour éviter que les pistons tombent directement. Donc là maintenant je tire bien droit. Je vais donner un coup là. Voilà. Alors là les écrous ils me gênent donc il faut que je les redévisse. Voilà. Je redévisse encore les écrous. Voilà, là ils sont complètement dévissés maintenant. Il y en a un qui n'avait pas sa rondelle. C'est pas normal ça. Donc là on va avoir la surprise. Voilà, je vais récupérer des écrous. Ah oui, il y a les tubes des tiges de culbuteur qui viennent avec. J'ai oublié de vous dire ça. Voilà, j'ai sorti le cylindre. Alors malheureusement, j'ai fait une fausse manip avec la caméra, donc j'ai pas pu vous montrer. Il n'y a rien de spécial, hein, c'est pas rien de compliqué. Le seul truc, c'est que moi, ce que je fais, c'est que je mets un bout de bois ici pour éviter que le piston, quand on tire, tombe sur les goujons ou le carter moteur. Bon, pour éviter de l'abîmer. Surtout qu'en plus, c'est des pistons fendus, donc ils sont assez fragiles. Voilà, donc là, avec ça, ça risque rien. Bah là, bonne surprise déjà, hein. Moi, ce que je pensais qui pouvait arriver, c'est-à-dire qu'une jupe de piston cassée, il n'y a pas. Pour l'instant, enfin, a priori, le piston est en bon état, donc ça c'est une bonne nouvelle. Les segments sont pas cassés non plus. Et le cylindre aussi est en bon état, il n'y a pas vraiment de rayures, pas de rayures profondes. Alors, ce qu'il faut regarder sur ces cylindres de Z1, là, c'est David du forum qui me l'a rappelé, c'est qu'ils sont sujets à des fêlures, enfin des fissures. Et donc, on va regarder. Bon, là, effectivement, là, il faudra bien le nettoyer pour le voir, il y a un peu de calamine. A priori, ça a l'air pas mal, là, hein. Il y a quand même quelques rayures, assez marquées, hein. Donc, même opération pour le cylindre de gauche. Pareil, hein, il est en bon état aussi, le piston. Les segments sont pas cassés, la jupe non plus. Bon, il y a beaucoup plus de calamine sur ce piston là.
dans le cylindre aussi que sur l'autre, je sais pas pourquoi. Voilà, donc c'est des pistons fendus, hein, donc assez fragiles, faut faire attention. Alors la fonte du piston, bon, ça sera pour le remontage, faudra pas aller, il y a un sens, hein. Donc là on voit sur le cylindre de gauche c'est en bas et sur le cylindre de droite c'est en haut. Donc ça faudra pas oublier quand on va remonter de les mettre dans le bon sens, c'est important. Donc on voit quand même beaucoup de calamine sur celui-ci. Le cylindre en lui-même, il a l'air en bon état aussi. Pas de rayures profondes. En tout cas au doigt on sent pas vraiment de rayures. Et pour ce qui est des fissures entre la bougie et les soupapes, ou entre les deux soupapes là, il faudra que je nettoie pour vérifier s'il n'y a pas de fissure. Donc là il y a quand même beaucoup de calamine. Grand avantage de ces moteurs, c'est qu'il n'y a pas d'eau, hein. Parce que là il n'y a aucune trace de corrosion. Le cylindre de ce côté là il est nickel. Voilà. Bon, maintenant on va s'attaquer au piston. Donc il faut déjà commencer par retirer le clip ici, le circlip. Vous voyez les petites pinces. On dirait qu'il est collé. J'ai mal à le retirer. Alors sur les modèles suivants, il y a un petit trou ici dans la jupe du piston. Il faut insérer une petite pointe ici pour pouvoir sortir le clip. Il n'y a pas cette petite languette là pour le sortir. Bon, on va faire la même chose de l'autre côté. Là il vient tout seul. Je sais pas, de l'autre côté il était comme collé dans le piston. Je sais pas pourquoi. Ok, donc maintenant qu'on a retiré les circlips, on va retirer l'axe. Donc pour ça il faut chauffer le piston. Bon, pour sortir le piston, donc il faut pousser avec un tube du bon diamètre. Donc il faut qu'il soit suffisamment grand pour pousser sur l'axe et pas trop grand pour pas raccrocher dans le piston. Donc ça c'est pas facile à trouver. Moi je me suis fait ce petit outil là. J'ai trouvé deux rondelles qui avaient exactement des rondelles assez épaisses, donc là j'en ai mis deux pour que ça soit plus épais. Qui ont exactement la bonne taille. Donc là j'ai un vieux piston, j'ai testé, hein, ça passe. Voilà, donc j'ai mis sur une grande vis. Donc comme ça je vais pouvoir taper bien comme il faut pour sortir l'axe. Ok, bon on va commencer, on va chauffer le piston. Bon, il n'y a pas besoin de chauffer très fort, hein. Je vais regarder là, ça devrait peut-être être bon. Ah voilà, ça sort, tranquille. Je chauffe un petit peu quand même. Ouais, ça sort tout seul. Bon, on va pas aller trop loin. Faut
pour pas faire tomber l'axe. Ah, alors, un petit problème, c'est qu'il y a des rondelles. Je sais pas si on les voit là. Voilà, il y a des rondelles à l'intérieur entre le pied de bielle et le piston, donc faut que je les retire parce que là elle me gêne. Là. Voilà, j'ai retiré la rondelle, donc bon, la bêtise c'est que j'ai retiré mon outil pour pousser. Et donc la rondelle s'est mise. Bon, moi elle sort par l'arrière du piston, il n'y a pas de problème. Donc là je continue, je vais redonner un petit coup de chauffe. Je récupère la deuxième rondelle. Voilà. Bon, je finis de sortir l'axe pendant que c'est encore chaud. Voilà. Donc c'est des pieds de bielle bagués bronze. Donc je vais vérifier s'il n'y a pas de jeu. C'est bon. C'est bon, c'est bon, il n'y a pas de jeu. Alors par contre, mauvaise nouvelle, et ça bon, je m'y attendais un peu, c'est que je sens du jeu dans la tête de bielle, dans les roulements. Donc là, si on le sent quand même comme ça à la main, c'est pas bon signe. Surtout qu'il n'est même pas nettoyé, donc il y a encore un film d'huile. Malheureusement, le vilebrequin, il a l'air un petit peu fatigué. Bon, bah on verra ça plus précisément quand on l'aura sorti, mais... Bon, faut dire aussi que c'est des vilebrequins qui sont pas des vilebrequins Tour Eiffel, hein. Il n'y a pas le trou ici. Donc ils s'usent encore plus rapidement au niveau des roulements. Alors oui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une marque pour me rappeler que c'est le cylindre, que c'est le piston de gauche. Voilà. Voilà. Ça sera une importance pour le remontage. Bon, bah on fait le deuxième piston. Voilà. Cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir par les rondelles. Bon, on va sortir tout de suite, pendant que c'est chaud, l'axe de piston. Ok. Alors, bah, c'est vrai qu'il y a une grosse rayure là, mais sinon c'est pas mal. Alors je vais vérifier s'il n'y a pas de jeu. Oh! D'accord, j'ai compris ce qui se passait. Ah, je l'avais pas vu avant. Bon ben, le vilebrequin est mort. C'était ça le problème.
Voilà peut-être pourquoi le propriétaire n'avait pas voulu aller la rechercher à la fourrière. Putain. Ah ouais, non mais là c'est... Là il n'y a même plus de roulement là. Je comprends qu'il y avait des points durs. Bon ben voilà, hein, j'ai l'explication. Il me reste plus qu'à trouver un vilebrequin potable dans mon stock. Bon bah ça valait le coup de le démonter. Ah ouais, c'est hallucinant le jeu. Il est vraiment mort. Bon, on va continuer à démonter. Bah finalement c'est pas trop une mauvaise nouvelle parce que j'avais peur qu'il y ait des choses de cassées. Mais bon, vilebrequin mort comme ça, bon bah ça change et puis c'est tout. Si le reste, s'il y a rien d'autre, bah je pourrais récupérer tout le reste, tout ce qui reste du moteur. Ok, bon bah c'est la maladie de ces moteurs. Hein. Ah c'est ça le bruit que j'entendais, ça a un bruit de frottement. En fait c'est la bielle qui frotte sur les manetons là. Ah ok, on a l'explication. Je vais m'attaquer maintenant à ce qu'on appelle le château, c'est-à-dire c'est le support d'allumeur et de remplissage d'huile. Pas de difficulté particulière, on retire les 6 écrous. Ah, dernier boulon. Bah, la morale de cette histoire là pour le vilebrequin, c'est que la voiture avait 90 000 km. Et je suppose que, vu que le moteur avait jamais été ouvert, hein, d'après ce que j'ai vu, et l'armier de vilebrequin se sont remplis de merde. Et du coup, les roulements, comme ils étaient plus lubrifiés, ils sont finis par se détruire. Donc, morale de l'histoire, démontez vos moteurs avant 50 000 bornes. Même si maintenant on a des huiles qui sont plus détergentes et que les merdes restent moins dans le moteur, elles n'en restent pas moins qu'elles continuent à se stocker dans les larmiers. Le problème de ces moteurs, c'est ça, c'est les pignons ailerons et les larmiers de vilebrequin. Il faut mettre des durales et nettoyer les larmiers. Et si vous faites ça, vous pourrez les faire durer très longtemps vos moteurs. Bon, alors maintenant il faut décoller ce château. Voilà, c'est bon avec les enleviers, avec le reniflard, ça va tout seul. Alors, il y a la tige de commande là qui vient. Alors j'ai mis le moteur au poids mort bas, donc elle vient toute seule. Je l'ai retenue pourquoi? Pour éviter de faire la connerie qu'on voit souvent sur les moteurs, c'est-à-dire croiser les fils de bougie. J'ai repéré en fait la position. Mais il y a deux façons de le caler, comme ça, et avec un demi-tour. Ça marche dans les deux cas. Le problème, on a une chance sur deux de se tromper. Et donc, je vais repérer par une petite flèche la position vers l'avant du moteur, dans le sens de marche. Voilà, comme ça, je risque pas de me tromper la prochaine fois. Donc pour le sortir, il faut mettre le moteur au point mort bas, c'est ce que j'avais déjà fait là, pour rentrer les bielles. Donc normalement, voilà, il sort tout seul. Bon, maintenant je vais m'attaquer au carter de distribution et au pignon de distribution. Bon là je vais pas me filmer parce que je l'ai déjà fait dans la série sur le réveil du moteur. Donc vous reporterez à cette série pour voir comment on fait. Je vais défaire ce que j'ai fait il y a une semaine, voilà. Mais au moins c'était pour la bonne cause. Comme ça je risquais pas de péter mes soupapes. Bon voilà c'est fait. J'ai récupéré mon beau pignon Dural tout neuf. Ce que je pense que je vais faire là, c'est que je vais démonter le volant moteur maintenant. Ah oui, un petit conseil, juste comme ça.
Moi ce que j'aime bien faire c'est remettre à chaque fois les écrous là, sur les goujons et les vis aussi. Bah, ça c'est pour au moins deux raisons. Déjà c'est parce que comme ça m'évite de les perdre. Et puis deuxième raison aussi, c'est que ça protège les filets. Parce que quand on déplace le moteur, par exemple quand je vais le nettoyer, quand je vais le stocker, souvent on peut raccrocher les goujons et abîmer les filets. Donc voilà, petit conseil. Bon allez, je vais attaquer le volant moteur. Bon, on va commencer par démonter le mécanisme d'embrayage qui est tenu par 6 vis. Alors, je vais réutiliser mon outil là pour bloquer le volant moteur. Voilà. Alors, il faut le faire progressivement parce qu'il y a les ressorts derrière qui poussent. Bon, maintenant, le disque d'embrayage. Bon, il est pas complètement mort, mais il est quand même bien usé. Hein. Ah oui, un truc à regarder si avant de faire regarnir un disque d'embrayage comme ça, il faut vérifier si ici il n'y a pas trop de jeu. Là j'ai un vieux pignon enfin, une queue de sortie de boîte. Hein. Et là, il y a quand même pas mal de jeu, donc ce disque d'embrayage là, c'est pas terrible de remonter ça et de le faire regarnir. Bon après, vous pouvez en acheter des neufs, hein. Maintenant il y en a, ça se refait en neuf. Il y a aussi des petits ressorts ici qui permettent d'avoir un embrayage plus progressif. Là j'en étais chercher un autre dans mon stock. Car bon, on n'a pas des masses de garniture, mais on voit la différence ici au niveau du... Là j'ai pas de jeu là. Donc celui-là il est bon. Bon, on va faire un peu de nettoyage. Alors, attention parce que sur ces vieux moteurs là, les disques d'embrayage, la garniture c'est encore de l'amiante je pense. Donc faut pas y aller avec un gros coup de soufflette et puis tout respirer, ce serait pas très bon. Et même conseil pour les garnitures de frein. Hein. Bon, là je vais retirer les 5 vis du volant moteur. Bon alors c'est serré assez fort, donc il faut prendre une rallonge. Hein. Alors il y a une espèce de rondelle là. À mon avis c'est spécifique à ce modèle. Bon ben je regarderai dans le manuel pour savoir. Bon bah la couronne de démarreur a l'air pas mal, elle n'est pas trop marquée. Parce que souvent ce qui arrive avec ces modèles qui ont des démarreurs à tirette, si le démarreur est mal réglé, le pignon du démarreur il tourne avant de s'engrainer dans la couronne du volant moteur et ça abîme les dents. Mais là c'est pas le cas. Tiens, il y a marqué E4 là. Comme sur le marquage du moteur, le bossage du démarreur. Sur le carter moteur. Bizarre. Ça doit correspondre à quelque chose, mais je sais pas quoi. Bon, donc ce volant on peut le garder. Bon, donc là je vais retirer le palier arrière pour sortir le vilebrequin. Donc il faut déjà défreiner tous ces écrous et les retirer. Voilà, tout est retiré. Alors pour retirer le palier arrière, ici il y a deux trous pour mettre des vis. Et en utilisant ces deux vis, on peut arriver à tirer en arrière le palier. Bon, moi j'ai pas l'outil, je me le suis pas fait. Bon, c'est pas très compliqué à faire, mais bon, là je l'ai pas fait. J'ai une autre méthode pour le sortir sans l'outil. Je vais vous montrer comment faire.
Donc pour pouvoir sortir le palier arrière, ce que je vais faire, c'est que je vais taper ici le vilebrequin. Alors, le taper doucement avec en prenant des précautions pour ne pas l'abîmer. Ce qui va repousser le palier arrière. Et dès que il sera sorti des goujons ici, je lui ferai faire je le pivoterai un petit peu pour que le palier vienne prendre appui sur les goujons, et je le renfoncerai dans l'autre sens pour le libérer complètement du palier. Voilà. Voilà, je sens qu'il a reculé un petit peu. On va vérifier. Voilà, il est sorti là. Donc là, il n'est pas sorti assez encore. Je vais encore le repousser un peu. Toujours pas assez. Voilà. Et donc maintenant, je vais repousser. Il faut faire gaffe qu'ils se remettent bien dans le roulement avant. Voilà. Bon, j'aurais pas dû remonter tout de suite les vis, ça c'est une erreur. Mais c'est pas grave. Voilà, le palier avec son roulement et le vilebrequin derrière. Donc on voit qu'il y a toujours la limaille qu'il y avait dans l'huile, on la retrouve ici. Ça c'est tous les roulements là qui se sont fait broyer. Ok. Bon, maintenant on va sortir le vilebrequin. Alors, il faut le mettre au point mort. Le problème c'est que le roulement étant cassé, il veut pas s'y mettre. Voilà, ça y est. Ok. Et là, il y a une petite encoche pour le sortir. Bon, c'est tout juste. Hein. Ça passe tout juste. Voilà. Voilà l'objet du délit. Bon, vous allez tout de suite comprendre pourquoi le roulement a rendu l'âme. Le roulement de vilebrequin. Donc les larmiers, ce sont des espèces de gouttières là que vous voyez. Ces gouttières là, qui récupèrent l'huile par force centrifuge et qui viennent lubrifier. Alors il y a un petit trou, je ne sais pas où il est. Je ne sais même pas si on le voit encore. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, donc là vous avez le trou de lubrification ici qui va vers le roulement. Donc avec la force centrifuge, l'huile est collectée sur le pourtour du vilebrequin et elle va dans ce trou et elle va lubrifier les roulements. Mais avec le temps, voilà ce qui se passe. Voilà la merde qui s'accumule et qui vient finir par boucher le trou. Donc bon, ce vilebrequin est mort. Hein. Je peux même pas tourner
ça bloque. Donc ce que je vais faire, c'est que là les larmiers, ce qui est pas mal sur ces modèles là, c'est que les larmiers sont démontables, il y a des vis. Donc c'est très facile de les nettoyer. Il suffit de retirer les larmiers. Alors que sur les modèles d'après, ils sont clipsés les larmiers, et donc si on les retire, en général on les abîme. Donc là je vais les retirer. Et puis on va voir la montagne de merde qui est à l'intérieur. Alors pour pas abîmer les têtes de vis, je vais les débloquer avec un tournevis à choc. Il y en a une qui est venue, mais les autres sont bloqués. Donc. Voilà. Ça, on est sûr de ne pas abîmer les têtes de vis. En plus, il n'y a pas beaucoup de prise, hein. La fente n'est pas profonde. Alors, une espèce de frein, mais je ne sais pas pourquoi, et c'était pas freiné. Ah si, c'était freiné. Je n'ai même pas vu que c'était freiné. Ok, c'est freiné. Bon, je vais quand même y aller avec le tournevis à choc, parce que le frein est quasiment pas possible à atteindre. Voilà. Ok, alors on va retirer ce larmier. Voilà, je sais pas si on voit. Je vais mettre un récipient pour retirer toute la merde, vous allez voir. C'est hallucinant. Bon, j'ai retiré le plus gros, il en reste encore, hein. Mais vous allez déjà voir qu'est-ce que ça représente déjà. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a dans les larmiers. Donc voilà pourquoi il faut démonter le moteur tous les 40 ou 50 000 bornes. Le mieux étant encore d'adapter un filtre à huile, ça existe, hein, il y a des kits d'adaptation. Ça je pense que c'est bien. Avec une double pompe pour avoir plus de pression, parce que ça doit bouffer un peu de pression d'huile quand même le filtre. Mais pour faire durer nos mécaniques Panhard, je pense que c'est vraiment bien. Ou alors il faut démonter le moteur régulièrement. Enfin, tous les 40 000 km, c'est préconisé en général. Ça doit correspondre à peu près à la moitié du remplissage des larmiers. D'ailleurs, ça correspond avec le fait que à 90 000 km, le moteur a rendu l'âme. Donc là, ils étaient complètement pleins à 90 000. Vous divisez par deux, une petite marge, 40 000, c'est bon. Même si les huiles modernes sont détergentes et donc doivent laisser moins de dépôts dans les larmiers, il faut quand même le faire. Bon, et ben voilà. Je vais peut-être m'arrêter là pour cette partie de démontage. Je ferai deux parties pour le démontage. Il me reste encore l'arbre à cam, la pompe à huile, des bricoles encore. Mais je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Allez, à plus!